Bonjour à tous. Alors ce cours s'adresse aux étudiants de Master 1 qui suivent mon cours de transition démographique. Donc chaque jour, nous ferons pratiquement tous les jours, nous ferons des petites séquences, des points, pour vous permettre d'appréhender au fur et à mesure les différents aspects ou théoriciens qui abordent la transition démographique. C'est aussi pour vous faciliter l'apprentissage. Donc je vais fragmenter les vidéos et essayer d'en faire un peu tous les jours pour vous faciliter l'apprentissage. Donc nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés lors de la séance précédente. Donc je vous avais dit que le premier à s'être intéressé à la question de la transition démographique est Adolphe Landry. Donc Adolphe Landry n'a pas utilisé le terme de transition démographique, il a plutôt utilisé le concept de révolution démographique. Donc le premier auteur qui va utiliser le terme de transition démographique est Frank Wallace Notenstein. C'est un démographe américain qui va publier un ouvrage en 1945 sur la théorie de la transition démographique. Donc son approche servira de paradigme dominant de l'histoire démographique. Donc sa théorie permettra d'être une clé de lecture du passé. Donc elle permettra d'appréhender pour les sociétés développées la transition démographique qui, pour un certain nombre de pays, a déjà eu lieu, alors que pour les pays du tiers-monde, ça sera un modèle prédictif. Donc, car la transition va se produire dans les décennies qui suivront. N'oublions pas que le livre a été publié en 1945. Et pour les pays en voie de développement, la transition démographique va plutôt émerger lors de la seconde moitié du XXe siècle. Donc ça, c'est pour à titre informatif. Maintenant, nous allons reprendre. Donc le concept de transition démographique repose sur 3 indicateurs. Le taux de natalité, le premier, le taux de mortalité et le taux d'accroissement naturel qui est déduit de ces 2 premiers, du taux de natalité et du taux de mortalité. Donc le démographe américain va faire un découpage en 3 phases de la transition démographique et il va expliquer que lors de la première phase de la transition démographique, nous allons être confrontés à une baisse importante du taux de mortalité et en même temps, le taux de natalité va rester élevé. Donc ce fort taux de natalité et cette baisse de la mortalité va conduire à un fort accroissement de la population. Donc on va avoir un taux d'accroissement naturel qui sera élevé. Ça sera d'ailleurs dans cette phase où le taux d'accroissement naturel sera le plus élevé. Puis survient la deuxième phase. C'est une phase où le taux de mortalité va faiblement diminuer. Donc on va avoir un faible progrès de l'espérance de vie dans cette deuxième phase, mais on va avoir une diminution de la fécondité. Donc cette diminution de la fécondité va conduire à une réduction du taux d'accroissement de la population. Puis ensuite survient la troisième phase. Dans cette troisième phase, on va avoir une diminution de la mortalité, puis une chute de la natalité qui va conduire à un très faible accroissement de la population. Donc c'est ce fameux schéma que je vous ai fait lors de la première séance au tableau. Je vous avais expliqué dans le schéma des 2 courbes, nous avions tout en haut une forte fécondité et une forte natalité et une forte mortalité, et tout en bas, lors de la fin de la transition démographique, on arrive à un faible taux de natalité et à un faible taux de mortalité. Donc ça, c'est la fin de la transition démographique. C'est la troisième phase. Ensuite, surviendra un autre auteur qui va essayer de décrire cette transition démographique et il va préciser qu'en fonction des pays, la transition démographique n'est pas vécue de la même façon. Donc, il va proposer 4 classes pour décrire cette transition démographique. Et ce démographe, c'est un démographe français, démographe et économiste, Jean-Claude Chenet, qui va nous proposer une description de la transition démographique. Donc, il va se servir de 2 indicateurs. Il va parler de la durée de la transition démographique. Donc, la transition démographique, est-ce qu'elle va durer sur une longue période ou une courte période? Et il va s'intéresser à l'amplitude de cet accroissement naturel de la population. Donc il va nous expliquer que cette amplitude peut être, donc l'accroissement peut être, on va plutôt utiliser le terme d'amplitude, une amplitude haute ou une amplitude basse.
Donc, dans cette description, il va préciser que dans les pays développés, la transition démographique s'étend sur une longue période historique. Et l'amplitude de l'accroissement de la population est plutôt basse. Il va nous donner par exemple l'exemple de la Suède, où sur le plan historique, la transition démographique s'étend sur une période de 150 ans. Alors que par exemple, pour le cas de l'île Maurice, nous avons une transition démographique qui s'étend sur une courte période, sur à peine une durée de 40 ans. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, pour la question de l'amplitude, il va considérer que dans les pays, il va observer que dans les pays en développement, les pays du tiers-monde, l'amplitude, le taux d'accroissement de la population est plutôt une amplitude haute ou en hausse comparé aux pays développés. En prenant l'exemple, par exemple, du Costa Rica, il va dire que le taux d'accroissement de la population atteint son niveau le plus élevé autour de 40 pour 1000, alors que par exemple pour les pays développés, il prend l'exemple de l'Allemagne, on constate une amplitude d'à peine de 15 pour 1000. Le niveau le plus élevé s'étend à peine 15 pour 1000. Donc on est plutôt sur une amplitude basse. Donc il va distinguer amplitude haute, les pays en développement, les pays du tiers-monde, et puis une amplitude basse qui renvoie aux pays développés. Donc gardez à l'esprit, les pays développés, c'est une transition démographique qui s'étend sur une longue période et une amplitude basse, alors que pour les pays du tiers-monde, nous sommes plutôt sur une amplitude haute et une transition démographique qui s'étend sur une courte période historique. Donc j'espère avoir été claire sur ces éléments. Donc par la suite, après avoir décrit ces notions, l'auteur, Jean-Claude Chenet, va s'intéresser aux limites de cette transition, de cette théorie de la transition démographique. Donc il va expliquer que ces trois indicateurs, le taux de natalité, le taux de mortalité et le taux d'accroissement, sont des indicateurs pertinents, mais il manque un élément important qu'on aurait dû prendre en compte dans cette approche, c'est le potentiel d'accroissement résultant de la structure par âge de la population. C'est-à-dire que dans le modèle de la transition démographique, on aurait dû prendre en compte la structure par âge de la population. Alors je vais vous expliquer pourquoi. La structure par âge a une influence sur le taux de natalité. Donc en démographie, on considère que l'âge fécond chez les femmes, c'est entre 15 et 49 ans. Donc si nous avons une population extrêmement importante, la population féminine extrêmement importante entre 15 et 49 ans, nous avons de fortes chances que le taux de natalité soit élevé. Je vous donne un exemple. Si 60% de la population est âgée entre 15 et 49 ans, nous aurons de fortes chances d'avoir une forte natalité parce que nous avons une proportion de femmes en âge fécond qui est relativement importante. Alors que dans un deuxième exemple, prenons l'exemple d'une population où 60% de la population est âgée de plus de 50 ans. Les femmes sont âgées de plus de 50 ans, 60% de la population féminine. Donc dans ce deuxième exemple, la fécondité de la population ne permet pas d'avoir un taux de natalité. Le fait d'avoir des femmes qui ne sont plus en âge de procréer fait que le taux de natalité va être relativement faible. C'est ce qu'on appelle la dynamique de population. Donc, le fait de prendre en considération la structure par âge d'une population permet d'intégrer dans l'analyse le taux de natalité et les probabilités d'avoir une natalité relativement élevée. Donc ça, c'est important. Donc voilà ce que soulève cet auteur. Jean-Claude Chenet montre les limites de la transition démographique en précisant qu'il faudrait intégrer à cette approche la question de la structure par âge de la population et notamment de la population féminine. Donc ça, c'est un élément. Et pour revenir sur la question de la dynamique des populations, je voudrais revenir sur un point sur le fait que nous n'avons jamais été aussi nombreux sur cette planète Terre qu'à l'heure actuelle, qu'au XXIe siècle. Donc si nous reprenons sur le plan historique, donc en l'an 0, donc jusqu'au XVIIe siècle,
Pour avoir des données fiables sur les populations, on peut considérer que dans les pays développés, c'est à partir du XVIIe siècle qu'on a pu avoir des données plus ou moins fiables sur la population. Donc avant cette période, avant le XVIIe siècle, ce sont précisément des estimations. Donc nous allons parler des estimations de population pour la période antérieure au XVIIe siècle. Donc en l'an 0, ce sont des estimations. On estimait que la population mondiale était autour de 252 millions d'habitants. Donc la population planétaire, nous étions 252 millions d'habitants en l'an 0. Donc, et il faudra attendre 1500 ans pour que la population planétaire double. Donc nous sommes passés de 252 millions d'habitants en l'an 0 à 461 millions d'habitants en l'an 1500. Puis ensuite, pour que la population double à nouveau, il faudra attendre 300 ans. Entre l'an 1500 et l'an 1800, nous avons, en l'espace de 300 ans, donc le temps se réduit, un dédoublement de la population. Nous allons passer de 461 millions d'habitants à 950 millions d'habitants en l'an 1800. Puis, au début du XXe siècle, nous serons autour d'1,634 milliard d'habitants. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, donc en 2020, nous sommes 7,7 milliards d'habitants sur cette planète Terre. Donc, ça signifie qu'en l'espace de 120 ans, la population planétaire a été multipliée pratiquement par 7. Donc, en un laps de temps relativement court, donc plus nous avançons dans le temps, plus la population se démultiplie à un rythme d'accroissement relativement rapide. Donc, nous n'avons jamais été aussi nombreux et nous nous démultiplions dans un laps de temps de plus en plus court. Donc, c'est pour ça que la démographie se penche sur ces questions de population parce qu'elle relève d'enjeux planétaires sur les ressources, la répartition des ressources, des richesses, etc. Donc, un autre élément aussi, donc sur cette population planétaire, sur ces 7,7 milliards d'habitants sur cette planète, nous avons une majorité de la population planétaire qui vit en Asie. Nous avons 60% de la population planétaire ce sont des Asiatiques. Donc l'Asie regroupe à elle seule 60% de la population planétaire. L'Europe, quant à elle, ne représente que 10% de la population planétaire. Pour ce qui relève de l'Afrique, le continent africain ne regroupe que 16% de la population planétaire. Pour l'Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, la population ne représente que 13% de la population planétaire. Et puis l'Asie, l'Océanie plutôt, l'Océanie regroupe environ 0,5% de la population planétaire. Donc on voit bien que la majorité de la population de cette planète vit en Asie ou est asiatique. Donc ça, c'est pour vous donner la répartition. Donc la démographie s'intéresse à la répartition de la population, mais aussi à sa dynamique, la dynamique des populations, donc son accroissement, l'accroissement de la population